Glenn Gould. Rien que ce nom, ça évoque tout de suite un des pianistes les plus brillants, les plus énigmatiques aussi du XXe siècle. Un génie, un vrai, surtout connu pour sa façon complètement révolutionnaire de jouer Bach. Mais Gould, c'est bien plus qu'un musicien virtuose. C'est une personnalité fascinante, un mystère qui continue de nous interroger, même aujourd'hui. Parce que justement, toute l'histoire de Glenn Gould tourne autour de cette question centrale. Imaginez un peu, vous êtes au sommet de votre carrière, une star mondiale, et à 32 ans à peine, vous décidez d'arrêter. Fini, plus jamais de concert. Pourquoi ? Pourquoi un artiste fait-il une chose pareille ? Pour essayer de comprendre, on est obligé de remonter le temps, de voir qui était l'homme et qui était l'artiste. Alors pour saisir une décision aussi radicale, il faut d'abord revenir aux origines du personnage. Tout commence à Toronto, avec un talent, un talent qui sort complètement de l'ordinaire et qui va se révéler dès son plus jeune âge. Regardez un peu cette chronologie, c'est fulgurant. Il naît en 1932 et à seulement 3 ans, on découvre qu'il a l'oreille absolue. À 10 ans, hop, il entre au Conservatoire royal de musique. 4 ans plus tard, à 14 ans, il joue déjà son premier concert avec un orchestre. Et puis le grand saut. En 1955, il a 22 ans, il débarque aux États-Unis et c'est un tel triomphe qu'il signe direct avec CBS, un label énorme. C'est vraiment la trajectoire d'un météore. Et au milieu de tout ça, il y a un détail de sa biographie qui nous plonge vraiment dans le contexte de l'époque. Son nom de famille, à l'origine, c'était Gold. Mais en 1939, avec la montée de l'antisémitisme, sa famille décide de le changer en Gould. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'était même pas juif. C'était une précaution. D'ailleurs, Gould lui-même en plaisantait. Il disait « Quand on me demande si je suis juif, je réponds toujours que je l'étais durant la guerre. » Bon, passons maintenant à sa carrière sur scène. Parce que dès le début, c'est une évidence. Glenn Gould n'est pas un pianiste comme les autres. Son style, sa manière d'être, ses petites manies, tout en lui surprend, détonne et fascine. Cette citation d'Alexander Schneider, qui était un musicien très influent, résume tout à la perfection. On sent tout de suite qu'on reconnaît le génie, cet effet hypnotique remarquable. Mais en même temps, on perçoit ce côté un peu fou, comme il dit. Cette double facette, le virtuose d'un côté et l'excentrique de l'autre, ça va le suivre toute sa vie. Et pour illustrer ça, rien de mieux que les variations Goldberg de Bach. C'est l'œuvre de sa vie et il l'a enregistrée 2 fois. La première fois, en 1955, c'est l'explosion, la fougue d'un jeune génie, une vitesse, une clarté qu'on n'avait jamais entendue. C'est ce disque qui fait de lui une star. Et puis, il y a la version de 1981, enregistrée juste 1 an avant sa mort. Et là, c'est tout le contraire, c'est plus lent, plus profond, presque méditatif. Ces 2 enregistrements, c'est comme le début et la fin de sa vie d'artiste. Évidemment, impossible de parler de Gould sans mentionner son comportement. Un comportement qui montrait bien qu'il avait du mal avec les conventions sociales. Il fredonnait tout le temps en jouant, à tel point qu'on l'entend sur les enregistrements. Sa position aussi, il était assis tellement bas que son nez touchait presque les touches du piano. Il était toujours emmitouflé, dans des manteaux, des gants, même en plein été. Et puis il y avait ses rituels, immuables. Avant chaque concert, par exemple, il devait tremper ses bras dans de l'eau très chaude pendant 20 minutes. Mais le symbole le plus fort de tout ça, c'est peut-être cet objet, sa chaise. Ce n'était pas un tabouret de piano normal, non. C'était une simple chaise pliante dont il avait lui-même scié les pieds pour qu'elle soit à la hauteur parfaite. Et cette chaise, il la traînait partout, à chaque concert, à chaque enregistrement, même quand elle était complètement déglinguée. C'est le symbole parfait de son besoin obsessionnel de tout contrôler, son art et son environnement. Et ce besoin de contrôle, ça nous amène directement au grand tourment de sa vie. Le moment où il décide de dire adieu à la scène pour se réfugier dans un nouvel univers, un lieu où il pouvait enfin tout maîtriser, le studio d'enregistrement. La date, elle est précise, elle est sans appel, 1964. Le 10 avril, à Los Angeles, Glenn Gould donne son tout dernier concert public. Il a 32 ans. Pour un musicien de ce calibre, c'est un geste d'une radicalité incroyable. Il ne remontera plus jamais sur une scène, jamais. Alors pourquoi ? Il le disait lui-même, il était fatigué des auditoires distraits, qui toussent ou attendent la fausse note. Pour lui, la musique, c'était une quête de la perfection absolue. Le public, avec ses bruits, ses imperfections, c'était devenu une distraction, un obstacle. Le concert, c'était un compromis, et Glenn Gould détestait les compromis. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il a pris sa retraite. Pas du tout. Au contraire, il a complètement réinventé sa carrière. Le studio est devenu son nouveau temple, son laboratoire, un endroit où il pouvait construire l'interprétation parfaite en assemblant les meilleures prises, en sculptant le son comme il le voulait. Et à côté de ça, il est devenu un vrai pionnier des médias. Il a produit des documentaires pour la radio et la télé, des œuvres complexes, brillantes, pour partager sa vision de la musique. Ce qui nous amène à son héritage. Plus de 40 ans après sa mort, la fascination pour Glenn Gould est toujours là.
intact. Il n'a pas seulement laissé des disques, il a laissé une énigme. Et une influence qui va bien, bien au-delà du monde de la musique classique. Parce que derrière le génie, la question reste entière. Qui était vraiment l'homme, Glenn Gould? Son comportement si particulier a soulevé beaucoup d'interrogations et a même mené à des diagnostics après sa mort. Une des théories les plus connues, avancée par le psychiatre Peter Ostwald, c'est que Gould aurait pu se situer sur le spectre de l'autisme, ce qu'on appelait à l'époque le syndrome d'Asperger. Et quand on y regarde de plus près, les arguments sont assez frappants. Son hypersensibilité au son et au toucher, son besoin obsessionnel de rituels, ses difficultés dans les relations sociales et bien sûr sa mémoire phénoménale. Cela dit, il faut être prudent, c'est un diagnostic posthume et tout le monde n'est pas d'accord, le débat reste ouvert. Ce qui est certain, par contre, c'est que son influence a explosé bien au-delà des salles de concert. Sa musique, son interprétation de Bach voyage en ce moment même dans l'espace à bord de la sonde Voyager. Il est cité dans Les Simpsons comme la référence ultime de l'excellence. C'est le pianiste préféré d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Des philosophes comme Gilles Deleuze ont écrit sur son jeu. Bref, Glenn Gould est devenu bien plus qu'un pianiste. C'est une véritable icône culturelle. Et finalement, toute la vie, toute la carrière de Glenn Gould nous ramène à cette grande question. En se coupant du public pour aller chercher une perfection absolue dans le secret du studio, est-ce qu'il a touché une forme d'art plus pure? Ou au contraire, est-ce que l'art a besoin de cette confrontation, de l'imprévu, de l'imperfection du direct pour vraiment exister? La réponse, Glenn Gould nous a donné la sienne. Et c'est une réponse qui continue de nous faire réfléchir.